La dernière fois qu'on a mentionné cette compagnie, on était à peu près aux environs de 130 dollars par là et je pensais toujours que ça semblait intéressant. Je pense même que j'ai mentionné que c'était une entreprise qui mériterait faire partie du top 5 ici à cette période-là. C'est une entreprise que j'ai toujours appréciée, qui a connu des moments particulièrement difficiles pendant la période de la pandémie, notamment ici parce qu'elle est très liée au secteur ici au secteur ici de l'aviation civile et ainsi que je pense que la défense également, secteur de la défense également. Donc, c'est très souvent lié, de toute façon, si vous faites des avions ici, si vous vendez ici des propulseurs, ce genre de choses-là, voilà. Donc, si on a besoin de ça, c'est clairement quelque chose sur le plan militaire, on en a généralement besoin, mais également sur le plan ici de l'aviation civile, on en a besoin. Donc, quand on avait la pandémie, ici, on a eu un ralentissement. OK, donc on revient à une certaine normalisation présentement. Ce qui est bien également sur Safran, c'est que non seulement elle vend ses produits quand on fabrique un nouvel avion, mais également quand on fait la maintenance des anciens avions. Donc plus la base la base d'avions avec des produits Safran est élevée, mieux c'est pour Safran à très long terme. OK, donc on va faire le tour d'horizon ici de Safran, donc marge, etc., histoire de voir, se remettre un tout petit peu dans le contexte ici. Alors, stabilité ou croissance des revenus. On voit ici qu'avant la pandémie, je dis bien avant la pandémie, on avait une accélération des revenus. OK? Donc, au niveau là, on est revenu à peu près presque au niveau de ce qu'on a connu en 2019. Donc, on revient à une certaine raison. Ça, ce n'était pas juste du feu, c'était pas juste du feu de paille. OK? Donc, il y a de grandes chances qu'on revienne à ce niveau-là. Et le plus important, c'est est-ce qu'on va se maintenir à ces niveaux-là? D'accord? Vous voyez également que c'est influencé par une acquisition qu'on a effectuée aux alentours de 2018 ici. Donc, il y a toujours une raison derrière la croissance. Donc, quand on regarde la croissance ici, il faut toujours aller vérifier croissance organique ou bien croissance par acquisition. Il est préférable ici d'avoir une croissance organique parce que la croissance par acquisition, donc la croissance externalisée ici, c'est généralement, voilà, il faut faire attention ici à ce que les marges soient les mêmes à long terme, ok? Parce qu'on peut faire gonfler ici un chiffre d'affaires ici très rapidement. Donc c'est pour ça que la croissance, en se basant uniquement sur le chiffre d'affaires, faites attention, il faut toujours également regarder si les marges également suivent, au moins au niveau de la stabilité, ou bien si les bénéfices nets et free cash flow suivent également la même tendance. Ensuite, on va regarder la croissance ici à long terme. Moi, je prends juste à titre indicatif ici, d'accord? Donc, je ne vais pas souvent extrapoler la croissance passée. Parce que le plus important pour moi, déjà, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance-là et de voir à peu près l'industrie, d'accord, par rapport à ce qu'elle fait présentement, quelle est la croissance moyenne attendue pour tout le secteur d'activité et essayer de voir si c'est une entreprise qui pourrait croître à un niveau plus élevé que la croissance de son secteur d'activité. OK? Donc, 5 dernières années, on a à peu près 2,24%, mais la pandémie est passée par là, n'oubliez pas ça. OK? Sur les 3 dernières années, on a une accélération ici. Donc, il faut vraiment prendre, je pense bien sur les 10 dernières années ici, le 10 en 10 ici, c'est parfait. On est à 5%. Donc, généralement ici, c'est à des niveaux assez élevés pour moi. C'est parfait. Ensuite, enfin, c'est pas extraordinaire pour certaines personnes, mais c'est déjà correct pour une entité qui est mature, d'accord? Ensuite, on va regarder ici la marge brute. Est-ce qu'elle est stable? Oui, elle est stable. Le premier niveau de pricing power, c'est le maintien, c'est la stabilité des marges. La stabilité des marges en commençant par la marge brute. OK? Donc, on a des marges brutes très stables ici. C'est correct, mais n'oubliez pas également qu'on arrive en période d'inflation, donc les produits et les matières premières coûtent un tout petit peu cher. Peut-être que les employés également vont avoir tendance à demander des salaires plus élevés. Donc, c'est déjà bien d'avoir des marges brutes stables. OK? À ce niveau-ci, c'est le coût des matières premières qui peut affecter ce qui peut affecter ces marges-ci. Ensuite, on va regarder les net income, les bénéfices nets et les free cash flow, histoire de voir s'ils parlent le même langage. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui nous intéresse en tant qu'actionnaire, ce sont les free cash flow. Parce qu'on paye les dividendes avec le free cash flow, on rachète les actions avec le free cash flow, on rembourse la dette avec le free cash flow et on dépense, enfin, on ne peut pas la dépense en croissance avec le free cash flow ici. Dans tous les cas de figure, il faut des cash flow opérationnels, mais on a besoin de free cash flow positif. OK? Ensuite, quand on compare avec le free cash flow, donc je vais vous mettre ça comme ça, vous voyez à peu près qu'on a tendance à avoir à peu près la même chose. D'accord? Moi, à peu près, quand je vois ça, les free cash flow sont plus stables que les net income. Et c'est ça que j'aime. OK? J'aime ça. Donc, la véritable rentabilité de ce business-ci sera présentée par les free cash flow pourraient représenter la véritable rentabilité de ce business ou bien les bénéfices nets normalisés. D'accord? Donc, maintenant, le marché a tendance à payer combien de fois les free cash flow pour ce business-ci? Déjà, personnellement, je pense que c'est un business qui pourrait s'échanger entre 17 et 20 fois les bénéfices, vu la nature de son activité ici. Elle est
elle est de moins en moins cyclique. Comme je l'ai dit tantôt, plus la base de produits, la base d'avion utilisant ici les produits Safran est élevée, mieux c'est pour Safran. Et par rapport à l'activité qu'elle mène ici, elle est parmi les meilleures, d'accord? Et dites-vous qu'ici, c'est de la haute technologie et il est très difficile ici pour un avionneur d'accepter n'importe qui, d'accord? Il faut également vous mentionner ici que les problèmes touchant ici comment on appelle ça? Les problèmes ici touchant les Boeing, je pense bien, 737 ou 700 combien. Bref, les problèmes qui touchent il y a un avion de Boeing là qui a des problèmes depuis plusieurs années. Ça peut également affecter Safran. Parce que voilà, il y a les produits Safran sont dans presque tous ces avions là. Ok, donc si ça retarde le programme ici d'expansion de ces avions là ou bien le programme de commande ici, on peut avoir un problème au niveau de Safran. Également, si le volume de commande diminue, Safran également peut avoir des problèmes. Le volume de commande diminue au sein de Airbus et de Boeing. D'accord? Encore que quand vous allez lire les rapports financiers vérifiés, elle dépend plus de qui? Boeing ou bien de Airbus. OK? Mais j'aime bien ce que je vois ici. Ensuite, on regardait ici le price to free cash flow. OK? D'aucuns me posent toujours la question de savoir, mais pourquoi parfois price to free cash flow, parfois price to earning? C'est la même chose. Réfléchissez en termes de rendement. Retournez l'équation. On me demande de payer en date d'aujourd'hui $100, un business qui pourrait me rapporter, disons, $10 par an, de manière certaine. Entre parenthèses, bien sûr, parce que la certitude n'existe pas. On va se dire ici que c'est un rendement de 10%. Donc, en 10 ans, je récupère mon capital. D'accord? Quand vous avez un PER de 15 ici, ça veut dire ici que pour récupérer vos sommes de départ, il va vous falloir 15 ans. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, moins le temps est... moins ça prend du temps, mieux c'est. On va le dire comme ça. Donc, entre quelqu'un qui devrait récupérer sa somme de départ ici sur 100 ans et quelqu'un qui devrait récupérer sa somme de départ ici sans croissance, sur 10 ans, la personne qui va récupérer son argent ici sur 10 ans va avoir tendance ici à avoir un rendement plus élevé. OK? Donc, en termes de rendement ici, c'est 10%. Sur 100 ans, c'est 1%. C'est la raison pour laquelle quand on vous dit qu'un PER de 60, c'est élevé, il faut vraiment qu'il y ait une foutue croissance à l'intérieur et un maintien des marges ici à long terme pour que ce soit justifié. Il faut faire attention ici que cette croissance-là se maintienne au moins dans le futur. Parce que si on compte avoir une croissance de 100% l'année prochaine pour à peu près retourner à moins 50%, c'est pas bon. Bref, terminons ici. Donc, quand je prends à peu près le PER ici, moi, je le regarde, j'ai tendance à revoir ça voir ça en termes de rendement. Connaissant également ce secteur d'activité, je sais que ça va avoir tendance ici à s'échanger entre 17-20 fois les bénéfices. Attention! Compagnie aérienne, c'est totalement différent. Les compagnies aériennes, c'est du 15 fois les bénéfices par là. D'accord? Et encore, celles qui rapportent même de l'argent. Donc, quand vous prenez le price du free cash flow sur les 20 dernières années, vous avez à peu près 15 fois les bénéfices. Donc, mon minimum, ce sera 15 fois les bénéfices. Il faut toujours prendre 3 niveaux. Sur les 10 derniers, parce que quand je dis 3 niveaux, vous avez l'hypothèse pessimiste, optimiste et de base. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 18 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 22 fois les bénéfices. Comme vous savez, moi, ça sera 15, 20 ou 25. Mais je prends ici 20, d'accord? Donc, 20 fois les bénéfices. Une fois que j'ai donc cette information-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Je regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. La dette nette sur EBITDA, est-ce qu'elle est en dessous ici de 5? On est à peu près 0,1, donc presque rien du tout. Elle n'a presque pas de dette ici. Et quand on regarde la dette ici, du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient à peu près quelque chose aux alentours de moins 77. Elle a du cash net. On adore ça. Donc maintenant, allons-y voir ici l'estimation des bénéfices nets ici, attendus. Est-ce que c'est un business prévisible? Semblerait-il que oui. Et je vais vérifier ici la raison pour laquelle 25% du temps ici, les analystes ont tendance à se tromper. On va voir ça. Analyse scorecard. Ça, pendant la pandémie, donc ça ne compte peut-être pas parce que ça, c'était très imprévisible. OK? Donc, je pense ici que c'est un business qui est à 100% prévisible et on aime ça. Plus un business est prévisible, plus il aura tendance à se changer à des multiples élevés ici. OK? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 188 €, un business qui pourrait me rapporter 9,53 € d'ici 2026. Et quand vous remarquez ici, entre 2025 et 2026, on a 17% de croissance. Donc, cette croissance-là pourrait continuer au-delà de 2026. OK? Donc, 188, ça donne un rendement potentiel sur coût d'acquisition ici de 5%, soit à 20 fois les bénéfices par là. Donc, si je mets le 20 fois ici, les bénéfices, vous allez voir qu'on sera à peu près à 190 $ par là. Donc,
je pourrais dire que l'entreprise est correctement évaluée. Donc, si je l'achète en date d'aujourd'hui, d'accord, c'est uniquement, enfin, si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'au-delà de 2027, on aura une croissance de plus en plus élevée, ou bien au moins l'équivalent de ce qu'on a connu par le passé. OK? Et je regarde également ici les bénéfices nets en question par action. Est-ce que l'estimation augmente ou diminue? Si ça augmente, ça veut dire que les analystes sont de plus en plus optimistes. Ça diminue, ça veut dire qu'on est de moins en moins optimiste. OK? Là, il y a 6 mois, on était à 8,87 €. Ici, on est à 9,53 €. Donc, on est de plus en plus optimiste. Votre rôle, c'est d'aller vérifier pourquoi. OK? Est-ce que c'est parce que le secteur a les perspectives de croissance sont de plus en plus élevées, etc. Donc, le management vous le dira certainement au niveau des rapports financiers, des conférences call. OK? Et si on extrapole un tout petit peu ici, au-delà de cette période-là, en prenant en considération ici une croissance moyenne, c'est un business ici, disons qu'on aura une tendance à avoir une croissance ici, parce que quand je prends les dernières années ici, historical, c'est 12%. Divisons ça par 2. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'au-delà de 2027, on s'attend à une croissance de 6%. D'accord? Je vais le mettre ici. C'est juste une extrapolation. Hein. Franchement, ça vaut... Voilà, il ne faut pas prendre ça pour parole d'évangile ni quoi que ce soit. Si on le prend ici à 6% ici, au-delà de 6% de croissance des bénéfices nets au-delà de 2026, par rapport au prix actuel, on sera à peu près à un prix aux alentours de 227 $. Maintenant, si on a plus que ça, tant mieux. Si on reste à du 10%, 12%, ça sera que du bonus. OK? Donc, je ne peux pas dire ici aujourd'hui que c'est une compagnie qui est surévaluée. À ma limite, elle est correctement évaluée. Et encore, quand on regarde ici, du point de vue dividende, c'est une entreprise ici qui distribue un dividende ici. Enfin, il est instable, le dividende, d'accord? Mais c'est un dividende qui pourrait être de plus en plus élevé. Donc, c'est un business ici qui privilégie ici le remboursement de la dette, etc. Vous voyez ici qu'elle n'a presque plus de dette. Après avoir fait l'acquisition ici il y a quelques années, donc on avait 4 milliards de dettes ici. Là, on est revenu, on a à peu près remboursé près de 4 milliards en 3 ans. D'accord? On aime ça. 3 ans, 4 ans ici. Donc, on aime ça. La majeure partie de son cash ici est parti au remboursement de la dette. D'accord? Ou inversement ici d'un léger dividende. Mais c'est un dividende qui pourrait être de plus en plus croissant ici. D'accord? Semble-t-il que de façon, au niveau de la politique du management ici, le dividende n'est pas une priorité. Même si on en verse ici, on n'hésite pas à le couper en période difficile. Donc, il y a de grandes chances qu'on revienne à peu près à 1,82 € de dividende d'ici les années à venir. D'accord? Et ce dividende-là pourrait continuer à croître parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut vous reverser ici en termes de dividendes aux alentours ici aux alentours de 3% à 2,65% ici. Or, on distribue quelque chose d'inférieur à 1% par là. Donc, ça peut être intéressant. Enfin, du point de vue croissance de dividende ici, dites-vous que le plafond de verre, c'est 5%. Donc, techniquement, si je l'achète pour un dividende ici, il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter ici. Mais pour le moment, on ne va pas dépasser le 5% en prenant en considération la croissance future. La croissance jusqu'en 2026, bien sûr. Donc, pour moi, Safran est correctement évalué. Maintenant, si ça vous intéresse, allez-y lire les rapports financiers. Questionnez la croissance au-delà de 2027. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter où je partage également des analyses sectorielles ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.